Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h29, presque la demi, un tout petit peu d'avance aujourd'hui, merci. 10h30, vous êtes sur Sud Radio, je vous remercie d'être avec nous. C'est un plaisir de vous savoir là. 0826 300 300 pour réagir, je suis certain que les sujets que nous allons traiter vont vous faire réagir, ils sont très nombreux et effectivement, ils suscitent des discussions. Emmanuel Macron à Marseille, droit au but, dit-il, en reprenant la devise de l'OM, au passage. L'emploi, il a répondu à une mère qui l'interpellait parce que son fils de 33 ans ne trouvait pas de travail. Je le cite, « Moi, je vous le promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. » La gauche et la CGT s'offusquent devant ces propos. Alors qu'en est-il? Nous allons partir pour Marseille et vous allez réagir évidemment. 0826 300 300, est-ce qu'il a raison, tort? Allez-y, prononcez-vous. Collège de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire et maternelle dès l'âge de 2 ans. Expérimentation bientôt lancée à Marseille, nous y reviendrons aussi tout à l'heure. Et puis débat entre 11h et midi, l'insécurité dans les quartiers, nous y revenons. L'État est-il impuissant? 12h05, notre invité sera Frédéric Thirier, avocat au Conseil d'État, ancien président de la Ligue de football professionnel, avocat de la Ligue du droit international des femmes. Il est opposé au port du hijab sur les terrains de foot en compétition. Faut-il autoriser des footballeuses à porter le hijab en compétition? Le rapporteur du Conseil d'État est favorable au port du hijab. Gérald Darmanin y est opposé. 12h05 et là encore, j'attends vos témoignages. 0825 0826 300 300. Il est 10h31. Dans quel monde on vit avec vous, Félix Mathieu? Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Un petit avion poursuivi par un Rafale. Je dis bien un petit avion poursuivi par un Rafale largue des colis dans la montagne. Cette scène, il s'agit de la drogue, de drogue. Cette scène surréaliste s'est produite en Ardèche ce week-end. La séquence digne d'un film d'action commence quand le petit appareil survole la zone de la centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, samedi après-midi. Les autorités aériennes se mettent en alerte, lui ordonnent d'obtempérer. Le pilote n'en fait rien et poursuit son vol. C'est là qu'un Rafale de l'armée de l'air se met à sa poursuite. À ce moment-là, les habitants de La Chapelle-sous-Chanéac et de Mars, en Ardèche, assistent à la scène improbable. Le petit avion de tourisme, poursuivi par le Rafale, se met à larguer des colis sur le plateau ardéchois dans les pâturages. Il se débarrasse d'une cargaison plus qu'embarrassante, puisqu'en ouvrant les paquets, ces Ardéchois trouvent une poudre blanche qui se révélera être de la méthamphétamine, une drogue de synthèse comparable à la cocaïne. Le pilote d'avion pris en chasse parvient ensuite à atterrir sur un aérodrome près d'Aubenas. Il menace de mort les employés sur place et parvient à prendre la fuite à pied. Finalement, il sera interpellé quelques heures plus tard par des hommes du GIGN venus d'Orange, dans le Vaucluse. Le suspect, de nationalité polonaise, a été placé en garde à vue. A priori, les paquets de drogue ont bien été récupérés dans les villages ardéchois. Mais au cas où, tout de même, la police prévient les habitants: ne touchez pas à ces colis si vous en trouvez d'autres en vous promenant dans la nature. Oui, c'est invraisemblable cette histoire. Vous imaginez les habitants de ce plateau, du plateau ardéchois qui tombent sur... D'ailleurs, si vous êtes l'un de ces habitants, si vous écoutez Sud Radio ce matin, n'hésitez pas. 0826 300 300, vous prenez votre téléphone et vous nous appelez. Il est 10h33, vous savez que vous pouvez retrouver votre émission tous les jours en direct à la radio. 99.9 à Paris en Ile-de-France, sur l'application Sud Radio, sur le site sudradio.fr, l'appli Sud Radio, le site, c'est pas compliqué. Facebook Live aussi, et sur la chaîne YouTube de Sud Radio, podcast également sur le site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Nous partons pour Marseille. Emmanuel Macron est à Marseille depuis hier. Il reste jusqu'à demain soir, 3 jours. Il était hier cité des Campanules. Il a été interpellé par une Marseillaise désespérée parce que son fils ne trouve pas de boulot. Le fils de cette Marseillaise a 33 ans, il n'a plus de RSA. Alors Emmanuel Macron lui a répondu, je le cite: « Moi, je vous le promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. » Il faut savoir que le taux de chômage à Marseille est de 10%. Marie-Pierre Cartier, bonjour.
Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Commerce Positif à Marseille, Marie-Pierre Cartier. Alors, est-ce qu'en faisant le tour du Vieux-Port, on trouve du boulot? Oui, je dis oui. Vous dites Et oui. je veux bien faire le tour avec aussi. Ah bon. Je pense qu'il y a une réelle différence entre le marché du travail et les attentes des citoyens, ça c'est sûr. Mais par contre, je peux vous affirmer que mes adhérents, les commerçants que je côtoie régulièrement, Oui. sont sous-effectifs, tous. Beaucoup, Tous en sous-effectif. Quel que soit le... Pas tous, mais en tout cas, beaucoup. Beaucoup. Quel que soit le domaine. Exactement, quel que soit le domaine. Donc moi j'ai un salon de coiffure, donc je peux vraiment vous parler même sur la France entière, puisque je suis souvent avec la haute coiffure et des confrères, on en parle. Et je peux bien vous parler du métier, mais aussi de mes adhérents qui sont dans mon association, qui ont les mêmes problèmes dans l'hôtellerie, la restauration et d'autres métiers, puisque ayant un salon, j'ai beaucoup de métiers qui viennent se faire coiffer et je peux vous dire que beaucoup de gens ont le même problème. Bien, ça fait réagir évidemment beaucoup de nos auditeurs. Emmanuel Macron a proposé à la maire de prendre contact avec l'un de ses collaborateurs, mais au-delà, le président de la République a interrogé cette maire. Il veut travailler dans quoi, votre fils? Il est prêt à travailler comme serveur? N'importe tout, a répondu la maire. Alors, c'est là qu'Emmanuel Macron a répondu, vous n'allez pas me faire croire que s'il cherche vraiment du boulot à Marseille et qu'il est prêt à prendre un boulot de serveur, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de boulot de serveur. Et c'est là qu'il a dit, moi je vous le promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. Restez avec nous, Marie-Pierre Cartier, parce que Delphine, qui est une auditrice de Sud Radio, est avec nous, je la remercie et je salue Marseille, d'ailleurs au passage, ville que j'adore, je le dis. Je le dis, non mais c'est vrai, j'adore venir à Marseille. Delphine, vous êtes restauratrice sur le Vieux-Port, justement, ça tombe bien. Oui, je suis restauratrice depuis 28 ans à Marseille, sur le Vieux-Port, justement. Bon, alors est-ce qu'il y a du boulot sur le Vieux-Port, oui ou non? Oui, il y a du boulot sur le Vieux-Port, il y a du boulot à revendre, on cherche, tout le monde cherche du personnel. Oui. Moi, j'ai embauché cette semaine encore un jeune homme, j'ai signé 3 contrats dans l'année. Oui. Et je suis même prête à embaucher quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, à embaucher quelqu'un, même si ça n'avait pas besoin. Je travaille en sureffectif en permanence, parce que c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Et ça m'est arrivé d'embaucher des personnes en me disant qu'il y avait des super CV ou reconseillés par des collègues restaurateurs, en disant j'ai pas besoin, mais lui, on ne peut pas le laisser partir. Oui, voilà. Oui. Bon, alors, Delphine, restez avec nous parce que j'ai un autre auditeur, Yovan de l'Essonne. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Delphine, bonjour Jean-Jacques, merci. Je vous en prie. Vous trouvez cette phrase démago, vous? Pourquoi? Ces propos démago, parce qu'il y a plus qu'une phrase. Démago, oui. Parce qu'on peut pas aujourd'hui dire qu'on peut accepter n'importe quel travail. Enfin, on doit se sentir utile dans une société. On a un chemin de vie tous différents. On ne peut pas du jour au lendemain accepter un travail de serveur parce que oui, il y a de la demande. Mais on n'a pas tous envie de devenir serveur. Oui, mais là, la maman a dit à Emmanuel Macron que son fils voulait devenir chercher un poste de serveur. Effectivement, s'il y a du travail, il n'y a pas de souci, mais on généralise pas dans le sens où on traverse la rue, on trouve 10 offres d'emploi. Il avait dit en 2017, pour rappel, vous aurez besoin de faire quelques démarches que ce soit en fonction de votre situation et vos droits, vous allez percevoir tout ce que vous pouvez percevoir. Aujourd'hui, il y a 4 milliards qui ne sont pas distribués, faute de demande. Non mais Yovan, là vous... oui, mais aujourd'hui, pourquoi ne pas... Il ne s'agit pas de faire de la politique pour ou contre Macron. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est y a-t-il du boulot ou pas? C'est tout. Voilà le sujet. Et y a-t-il du boulot quand on cherche du travail, qu'on a 33 ans et qu'on cherche un boulot de serveur et qu'on ne touche plus le RSA, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler ou on va pas travailler, Yovan? Bien sûr qu'on travaille. Bien sûr, c'est la santé, le travail. C'est tout le problème. À partir du moment où il n'arrive pas à trouver du travail, il faut étudier son cas. C'est du cas par cas. Exactement. Il y en a qui sont surqualifiés et qu'on veut absolument employer. Après, il faut se poser la question de... Oui, après, pour
pour certains qui cherchent dans des métiers très qualifiés, effectivement, on va pas leur proposer n'importe quoi comme boulot. On est bien d'accord, Yovan. Évidemment qu'on est bien d'accord. Néanmoins, il faut pas se voiler la face. On manque de bras dans de nombreux secteurs, Delphine. Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste vous dire que depuis que j'ai mon restaurant, j'ai deux cuisiniers qui sont là depuis 20 ans, un serveur qui est là depuis 28 ans et 3 personnes qui sont là depuis 5 ans, d'accord? Et ils sont tous exceptionnels, sinon je ne les aurais pas gardés. Et ceux qui restent moins d'1 an chez moi vont rester moins d'1 an dans tous les autres restaurants. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont travailler 6 mois, ils s'arrêtent 1 an, ils retravaillent 6 mois. Celui qui est bien, qui est volontaire, on se dispute pour l'avoir. Et croyez-moi, il faut aussi penser à une chose, il faut arrêter de dire que ce métier est super dur, qu'on trouve personne parce que c'est dur, parce que c'est un métier qui est magnifique. Mon propre fils fait des études d'hôtellerie pour faire le même métier. Donc je me dis, le métier est magique, on prend plein de plaisir, on fait des heures. Non, mais parce que Delphine. Moi, je parle de l'artisanat aussi. L'artisanat, on l'a Marie-Pierre Cartier. sous-évalué. Et aujourd'hui, c'est un beau métier. On peut bien gagner sa vie, faire les horaires qui sont adéquats. Je pense qu'on s'est tous remis en question. Exactement. Et vraiment, l'artisanat, il faut arrêter de... Moi, j'ai pas mon bac. Ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise, que j'embauche des gens, des jeunes, des stagiaires, des apprentis que je forme depuis plus de 30 ans. Donc, il faut vraiment arrêter de stigmatiser l'artisanat. Non, mais attendez. Oui, attendez, Marie-Pierre et Delphine, j'ai regardé la CGT à Marseille qui dit dans les restaurants du Vieux-Port, il y a du turnover, du boulot précaire, on est mal payé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas vrai, puisqu'il y en a qui sont là depuis 28 ans, ils sont pas fadacs, sinon ils seraient partis s'ils n'étaient pas bien payés. Pareil, ils étaient malheureux. Oui. Voilà. Donc j'arrive à stabiliser j'ai des salariés qui restent très longtemps, donc qui sont bien. C'est qu'ils sont très bien. Et j'en ai même qui partent et qui reviennent après chez moi, vous voyez. Yovan, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui. Simplement que, voilà, en fonction des employeurs et de la personne, on n'aura pas tous les mêmes conditions de travail. Oui. Enfin, il peut arriver qu'on soit surexploité pour des tâches qui ne sont pas forcément dites dès le départ. Et on n'est pas rémunéré pour. On peut faire 2 travails et avoir un seul salaire. Il y a de tout partout, des deux côtés. Voilà, exactement. C'est surtout Marie-Pierre Cartier. on est tous sous-effectifs. Moi, j'en peux plus faire des horaires, je ne trouve pas. Et pourtant, pareil, j'ai des gens qui sont restés 20 ans, j'ai encore des coiffeuses qui sont là depuis 15 ans chez moi. Mais on a vraiment, aujourd'hui, j'ai un souci de ça, quoi. Et pourtant, on a revalorisé les métiers et les jeunes ne viennent pas. Et vraiment, je pense que c'est pas... La question, elle n'est pas là. Hein. Bon, merci Yovan. Delphine, vous voulez ajouter quelque chose? Il fait beau? Non. Il fait bon à Marseille, là, ce matin? Il fait bon vivre, on est bien sur le Vieux-Port, on est fiers de notre ville. Tout est magique, je travaille dans des conditions qui sont quand même très sympas avant de dire qu'elles sont difficiles. Même si elles le sont, on en est conscient. Voilà. Merci Delphine. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Justement qu'il faut vraiment que les jeunes comprennent que parfois on passe par des petits métiers où on est apprenti, on apprend, il y a plein de formations et ça ouvre l'esprit, donc ça ouvre après à une carrière qui peut aller très loin. Enfin voilà, on peut vraiment, il faut pas déjà d'aller travailler, c'est déjà important. Donc même si au départ c'est pas ce qui leur plaît, ça peut leur ouvrir sur plein d'autres choses. Alors attendez Marie-Pierre, j'ai un nouvel auditeur, Eric. Il y a beaucoup de monde ce matin, hein. Ça réagit énormément. Eric est à Albi. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez dire Eric? Qu'est-ce que vous voulez dire vous? Un peu en réaction à ma confrère de Marseille qui dit c'est un beau métier, même mes enfants font des études dans l'hôtellerie, etc. À quoi bon faire des études puisque Manu nous explique que tout le monde peut travailler dans la restauration. Et moi, ça me fait bondir. Parce que ce sont des métiers spécifiques. Le service, c'est pas porter une assiette. Le service, c'est le chiffre d'affaires du restaurant. C'est la vente, c'est savoir présenter le travail du cuistot qui voit pas le client. Et ça demande des compétences. Et moi, ça demande plein de choses. Donc, mais je suis prête à les former. Moi, je suis prête à les former. J'ai des qui viennent déjà le matin. Qui viennent déjà le matin dans mon salon. Oui, mais ça, on est d'accord. Je suis prête à leur apprendre. Oui, moi, c'est pas vous que je remets en cause. Hein. C'est pas vous que je remets en cause. On est tous prêts à former les gens. Le problème, c'est qu'il ne faut pas laisser entendre que c'est un métier, il suffit de traverser la route pour travailler. Mais c'est pas vrai. Eric,
Le serveur qui cherche du boulot dans l'urgence, il peut en trouver, vous le savez bien. Enfin. Oui, mais alors peut-être que s'il ne le garde pas ou que s'il n'en a pas, il y a un problème parce qu'il n'a pas les compétences pour être serveur. Moi, je ne connais pas le CV de ce jeune homme. Oui, mais moi non plus. Sur le cas d'espèce, je n'ai pas d'avis. Moi, je raisonne plus. Rappelez-vous, la dernière fois. Moi, je dis, Eric. C'est un fleuriste. Oui. Le fleuriste pouvait travailler dans un restaurant. Non, le fleuriste, il ne peut pas travailler dans un restaurant. Évidemment. Non, mais oui, mais c'était la dernière intervention. Chaque fois, il fait la même chose. Donc, moi, ça m'agace. Oui, mais je comprends que ça vous agace, mais là, pardon, je ne vais pas défendre Emmanuel Macron. Je m'en moque. Mais je m'en moque. Mais je parle je pense que sur le fond, il n'a pas tort, là. Il n'a pas tort. Tous les témoignages le disent, Eric. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais je vais vous rejoindre sans difficulté. En 2023, quelqu'un qui a une formation de serveur qui ne trouve pas de travail, il y a un problème. Je suis tout à fait d'accord. Sur ça, je le rejoins tout à fait. Dans certains secteurs, pas partout, pas dans tous les secteurs, évidemment. En service restauration, s'il veut travailler, il travaillera. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça que mais il faut arrêter de dire que la restauration, c'est l'endroit où tout le monde va pouvoir aller. Tu as raison. Vous avez raison. Pardon, Eric. C'est pas vrai que ça marche comme ça. Mais vous avez raison. On est un pays touristique. Oui. La restauration, le service à la française, ça existe. La cuisine, la gastronomie française, ça existe. Bien sûr. Et ça, il faut le défendre mordicus. Mais là, vous avez raison. Là, vous avez raison. Il faut défendre, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une chaîne concurrente qui faisait une émission cette semaine où sont passés les serveurs. Oui. Ils sont passés que peut-être qu'à force de mettre tout le monde à porter les assiettes, on a perdu l'essentiel. Bon, il y a des écoles hôtelières qui sont très bien, qui forment parfaitement les gens. Bon, merci dans tous les cas, Eric. Merci d'être intervenu. Et Marie-Pierre Cartier, merci. Merci. On n'a pas fini d'ailleurs de parler de ces problèmes d'emploi. Mais je suis ravie d'ailleurs que vous me donniez la parole parce que j'entendais du coup depuis ça et ça fait du bien de dire aussi qu'on cherche nous aussi. Et qu'on essaye de s'adapter, qu'il y a des formations pour former ces jeunes et qu'on est là pour eux. Bon, j'en suis très très heureux dans tous les cas et les messages sont passés. C'est ce qui compte et nous servons à ça. Nous servons le débat et on essaie d'être un peu positif aussi de temps en temps et on fait pas de politique. Là, c'est tout de suite. Ah, ça y est, ils sont pros, ils sont contre. Non. On regarde concrètement le terrain et on dit les choses quand il faut les dire. Merci Marie-Pierre Cartier. 10h40. Nous allons rester à Marseille. Nous allons parler de toute autre chose maintenant. Nous allons parler d'éducation. Pourquoi ? Parce que collège, 8h, 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire, maternelle dès l'âge de 2 ans, expérimentation de cette école du futur à Marseille. Nous en parlons dans 2 minutes, 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10. Autre annonce faite à Marseille. Collège de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire, maternelle dès l'âge de 2 ans. Il s'agit d'une expérimentation. Marseille aux avant-postes. Je vous disais dans le titre droit au but. C'est la devise qu'Emmanuel Macron a chippée à l'OM, ça. Je le précise. Elisabeth Alain Morino, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat UNSA, syndicat de l'enseignement. Dites-moi, Elisabeth Alain Moreno, c'est possible ça, collège de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire ? Possible, c'est une bonne question. Après, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'une bonne idée, effectivement, elle se mesure si elle est utile ou si elle est faisable. Oui. Sur l'utilité, on n'a pas vraiment eu d'explicitation de notre président. Ça a été une annonce qui a été faite sans aucune concertation et on a l'impression que pour lui, plus on va laisser les enfants longtemps sur une journée d'école et plus ça va résoudre plusieurs difficultés, alors que ça n'est absolument pas, un enjeu qui est partagé parce que les élèves, ça dépend qu'est-ce qu'on leur fait faire sur cette plage de 8h à 18h. Et là, on a eu quand même comme simple élément devoir fait et d'autres activités pédagogiques dont on ignore le contour. Donc sur l'utilité, on aurait besoin d'avoir davantage d'éléments. En tout cas, si la proposition elle est vraiment sincère de la part du président. Et ensuite sur la faisabilité, on est quand même sur une annonce le 26 juin.
quand les emplois du temps ont été organisés, quand les moyens en termes de personnel, que ce soit les personnels enseignants, les personnels AED, sont déjà arrêtés et sont figés, quand on a aussi une utilisation des locaux dans un établissement qui a été défini, et on sait à quel point ça peut être très contraint, notamment en lien avec les dernières annonces et en lien avec aussi le pacte. Donc ni sur l'utilité ni sur la faisabilité, pour l'instant, on arrive à trouver cette idée comme bonne. Oui, il n'y a pas de précision pour l'instant, effectivement. Il n'y a pas de précision et il n'y a pas eu de concertation. C'est-à-dire que tout le monde découvre à nouveau, par un déplacement du chef de l'État, dans pourtant un projet de Marseille en grand qui était urgent. Il y avait une urgence éducative à Marseille, il y avait beaucoup d'attentes et nombreux sont les personnels qui se considèrent enfin entendus et pris en considération sur la difficulté qu'il peut y avoir à Marseille. Oui, vous ne pouvez pas vous plaindre à Marseille parce que vous êtes aux avant-postes, si je puis dire. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. L'État, j'oublie encore une fois. On est d'accord, il y a un engagement, on est entièrement d'accord. Et par contre, ce qui est à souligner, et c'est très important à retenir pour l'ensemble du monde éducatif, c'est qu'il y a aussi un investissement important de la mairie de Marseille et on voit bien que quand il y a des choses qui sont menées de concert à la fois par l'État et à la fois par les collectivités locales, forcément derrière ça suit. Les moyens sont mis, ce qui ne sera pas forcément le cas partout ailleurs. Après, ce sont des choix politiques, on est d'accord. Oui. Mais une fois de plus, ce n'est pas parce que la mairie de Marseille continuera à abonder en moyens, peut-être, je pense, à l'accueil des 2 ans pour des ATSEM, que derrière, l'État va suivre et que les personnels seront en capacité de s'organiser parce que, encore une fois, fin juin, ça paraît presque... Alors apparemment, c'est pour la rentrée prochaine, vous pensez, ou non? Non, Alors, il n'y a pas eu de précision par rapport aux échéances, mais par contre, comme toutes les annonces ces derniers temps, on est sur... Ça se met en place petit à petit dès que l'on peut. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Nous, les années scolaires, c'est du 1er septembre au 31 août. Il y a des organisations très rigoureuses qui sont derrière. Et c'est pas dès que tout le monde peut et quand on peut. Il n'y a eu aucune échéance annoncée. Peut-être qu'elle arrivera par la suite quand on se rendra compte que l'annonce, elle était précipitée. Bon, en ce qui concerne l'expérience conduite on est à 52 écoles, je crois, à Marseille. Hein. Je parle d'écoles, là. Hein. C'est ça. Sur le Grand Marseille, non, on est à davantage, on est à 82 écoles. Oui, 82 écoles, effectivement, 82 écoles, beaucoup en REP, hein, évidemment, beaucoup, la moitié dans les quartiers nord à peu près. Alors, est-ce que ça fonctionne bien là, toutes les expériences qui sont conduites, le directeur qui participe au recrutement des enseignements, plus de moyens financiers, plus de moyens humains, des projets innovants proposés par les enseignants, établissement par établissement. Certains parlent de liberté, d'autonomie, d'innovation. D'autres disent c'est du libéralisme, de la dérégulation et de la rupture d'égalité. Qu'en pensez-vous ? Alors, effectivement, les niveaux d'appréciation sont très différents. Hein. Après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on attend de notre école, hein, parce que souvent la nuance, elle vient de là, ou de comment est-ce qu'on peut lire après une mesure qui arrive d'un certain... Ce sont des expériences, ça, c'est pas des mesures, hein, ce sont des expériences qui sont conduites, hein. Ce sont des expériences, on est d'accord, mais il y a quand même eu la mise en œuvre, donc là on est sur du concret, donc c'est sur des choix qui ont été faits. Oui. Sur l'investissement, on le disait précédemment, sur l'engagement de l'État, effectivement il y a eu une prise de conscience, et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des personnels, c'est-à-dire enfin on a vu la particularité de Marseille, et il y a eu énormément de moyens financiers supplémentaires qui ont été prévus, et ça permet de mettre en place des projets qui, pour nombreux, ne sont pas nouveaux. Pour beaucoup de projets qui étaient déjà en attente, il y avait beaucoup de frustration dans les équipes parce qu'il n'y avait pas les moyens pour pouvoir les mettre en place. Et après, ça a permis aussi à d'autres équipes de pouvoir s'investir dans des choses sur lesquelles ça restait timide ou ça restait à moindre coût parce qu'il n'avait pas la possibilité. Donc, il y a eu cet effet de pouvoir rentrer enfin dans des projets qui répondait à un besoin particulier de ce public-là, parce que les équipes connaissent les publics et connaissent les besoins. Après, il faut avoir les moyens pour pouvoir mettre en place, Mais par contre, après, sur la mise en œuvre,
autant effectivement de la part de la municipalité de Marseille, il y a eu un gros investissement, des moyens qui ont été mis en plus, je pense notamment au bâti scolaire, parce que c'est un impact important quand on accueille les élèves, sur la mise à disposition de personnel, sur aussi sur des adjoints qui sont en charge particulièrement de certains sujets pour les fournitures. Mais après, sur la réalité du quotidien des personnels, il y a quand même beaucoup de fatigue et beaucoup de collègues disent nous on tient parce qu'on le fait pour nos élèves, mais par contre, il y a une charge de travail qui est importante parce que déjà aujourd'hui, à l'école, la charge de travail est très importante. Alors quand en plus on embrasse des projets supplémentaires parce qu'il y a une nécessité, ça fait beaucoup et on devrait dégager du temps pour ces équipes pour leur permettre de s'investir vraiment sur les besoins de leurs élèves. Merci Elisabeth Alain Moreno. Merci secrétaire général du syndicat UNSA, syndicat de l'éducation. Il est 10h58, vous êtes sur Sud Radio évidemment. 11h midi, nous allons parler. Nous allons rester dans les quartiers dits difficiles, les quartiers, l'insécurité dans certains quartiers, parce que tous les quartiers de banlieue ne sont pas difficiles. Il y a des quartiers de banlieue où on vit très bien, mais l'insécurité dans certains quartiers, l'État est-il impuissant, vraiment? Nous allons débattre, vous allez voir que nos intervenants ont beaucoup de choses à dire, et puis... à 12h05, notre invité sera Frédéric Thirier. Le rapporteur du Conseil d'État est favorable au port du hijab pour les footballeuses en compétition. Gérald Darmanin y est opposé. Frédéric Thirier, qui sera mon invité tout à l'heure à 12h05, y est aussi opposé. Et vous, allez-y, 0826 300 300. 10h58. Jean-Jacques Bourdin. Oui, essayons de parler vrai. Il est 11h05. Je dis essayons parce que moi j'aime qu'on parle vrai, mais c'est pas toujours facile. Parler vrai, ça veut dire soulever tout un tas de questions. Est-ce qu'on a toujours les réponses? Pas forcément, pour parler de l'insécurité dans les quartiers, mais l'insécurité au sens large. Hein. L'insécurité, c'est l'insécurité du quotidien, hein. L'insécurité, le trafic de stupéfiants, la difficulté de vivre parfois dans certains immeubles, mais l'insécurité, c'est aussi l'insécurité à l'école pour les enfants qui décrochent, c'est l'insécurité professionnelle, c'est le manque d'emploi parfois, ou la difficulté à trouver une formation, enfin bon, etc., etc. L'insécurité, c'est aussi l'insécurité du logement, la difficulté de se loger, enfin tout ça, l'insécurité au sens large. Alors, est-ce que l'État est impuissant? Est-ce que l'État fait suffisamment ou pas? Nous allons débattre avec trois invités. Damien Alouche, qui est maire socialiste d'Épinay-sous-Sénard. Bonjour. Bonjour. En région parisienne. Combien d'habitants Épinay-sous-Sénard? 12 300 habitants. 12 300 habitants. Bien. Avec nous aussi, Denis Jacob, Alternative Police, secrétaire général, Alternative Police CFDT. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Bonjour Nadir. Bonjour à vous. Merci. Vous allez appeler aussi 0826 300 300. Bien, on va commencer avec, je me tourne vers vous, Denis Jacob. On va commencer. Hier soir, le président de la République était dans l'un des quartiers de Marseille, dans le gymnase de la Bussine. Il a été interpellé par plusieurs habitantes, des femmes d'ailleurs, hein. Ce sont les femmes qui s'expriment souvent. Tiens, pourquoi est-ce que dans les quartiers, ce sont souvent les femmes qui s'expriment? Qui peut répondre? Nadir Kaya. Je sentais que j'allais être le premier à intervenir là-dessus. Mais pourquoi ce sont les femmes qui interviennent? Souvent, c'est parce que tout simplement, ce sont les plus courageuses. Oui. Ce sont celles qui osent dire ce que beaucoup n'osent pas dire. Moi, je le vois dans le domaine associatif. C'est souvent les femmes qui prennent les initiatives, qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles disent et de ce qu'elles souhaitent faire, contrairement à certains hommes. J'ai pas de souci à le dire. Après, faut aussi rappeler que beaucoup sont des mamans. Ou des femmes concernées par ce qui se passe, notamment par, moi j'appelle ça des tragédies, parce que ça reste certes des violences, notamment quand on parle des trafics, des incivilités, de cette insécurité qui peut avoir de temps en temps dans les quartiers ou au quotidien. Donc elles osent dire ce qui va pas, elles osent proposer. Après, il y a aussi des hommes qui font des choses dans les quartiers populaires, mais on va dire que c'est aussi culturel peut-être. Oui. Alors, hier,
évidemment, le président de la République a été interpellé longuement par de nombreuses habitantes et habitants. Je veux prendre une citation. Tiens, on est pris en otage, nous avons peur de sortir la nuit, tout le monde veut partir d'ici, habitante du quartier de la Busserine, et puis on n'en peut plus. Le seul objectif, c'est de ne pas prendre de balles. Une autre habitante, enfin bon, représentante d'habitantes de ce quartier qui est en exemple, mais d'autres quartiers c'est la même chose. L'État pourtant à Marseille notamment est en train de faire beaucoup d'efforts. Puisqu'on envoie encore une 4e compagnie de CRS, tous les jours on parle, oui tous les jours, pas qu'à Marseille, mais d'incidents pas trop graves, mais ou d'incidents très graves et même de morts dans les quartiers en France, je généralise, en France. Est-ce que l'État est impuissant, Denis Jacob ? Est-ce qu'il est impuissant ? C'est peut-être pas à moi de le dire en tant que fonctionnaire de police. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que est-ce que déjà il y a une volonté de l'État de régler la problématique. Il y a une volonté là, de l'État, vous pensez Non, mais parce que beaucoup disent l'État ne fait rien. Vous savez, de toute façon, la police ne peut pas entrer dans les quartiers. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, Jean-Jacques Bourdin. Moi, ça fait 30 ans que je suis fonctionnaire de police. J'ai travaillé dans une ville à l'époque très difficile, qui était la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui à l'époque comptait une très très grande barre qui a été cassée, la Caravelle, où j'étais moi-même îlotier. Alors je remonte un peu à la guerre du feu, mais le problème c'est que moi je porte depuis près de 10 ans maintenant une demande, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. Mais la police ne peut pas régler tout. Et aujourd'hui, on a une véritable problématique de politique de la ville, de politique sociale, de politique économique dans ces quartiers sensibles. C'est un tout, l'insécurité. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr. Et vous avez, Jean-Jacques, si vous me permettez, vous avez quand même, et je suis assez effaré de voir que ça n'a pas été pris en compte, ou en tous les cas, le président de la République fait des annonces, et je note que certaines annonces peuvent provenir de ce rapport. Moi, c'est quid du rapport Borloo de 2018. Il y a 19 thématiques dedans. Aujourd'hui, on parle de cité éducative. Alors, si c'est ça que le président veut mettre en place, très bien, mais il faudra nous dire avec qui, comment. C'est quoi une cité éducative ? C'est-à-dire que l'éducation nationale, l'école, le collège et le cœur, elle serait le cœur pour reprendre des enfants en charge, pour pouvoir les conduire de l'enfance jusqu'à l'adolescence dans le circuit de la société, pour éviter d'avoir malheureusement des jeunes qui sont pris sous la coupe de dealers. Oui, je connais très très bien la cité éducative, parce qu'effectivement à Épinay-sous-Sénard on a monté une cité éducative donc qui est labellisée. Alors comment ça fonctionne ? Juste d'abord, si vous le permettez, déjà nous, ça fait, alors je parle de nous, les maires et les élus des collectivités locales, ça fait des lunes qu'on attend qu'on parle de ce qui se passe dans les quartiers. On attend la parole présidentielle. Parole présidentielle qui, on le sait maintenant, préfigure un certain nombre de décisions qui vont être annoncées dans le cadre du CIV qui se tiendra vendredi matin. Voilà. Bon. Au moment où on se parle, nous verrons. On verra, parce qu'au moment où on se parle, à l'exception de ce qui a été annoncé d'une part sur les collèges de 8h, 18h, et d'autre part sur la question des amendes forfaitaires hier matin, mais ça, je ne sais pas si on en dira un mot, mais bon, en tout cas, on en dira un mot rapidement. Toujours est-il, c'est qu'on attend encore la vision globale du président de la République sur quartier 2030. Et que ça fait des lunes qu'on l'attend. Donc, je vais commencer par me réjouir, pour être tout à fait honnête, de la prise de parole attendue du président de la République pour savoir quelle sera la vision pour les quartiers à l'horizon 2030. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, rapport Borloo, effectivement, un travail de dingue des élus locaux, des associations, de Jean-Louis Borloo, un travail de malade, travail de dingue. Vous savez ce qui s'est passé ? Le président de la République il date de quand ce rapport Borloo ? Alors j'ai plus 17 ou 18. 2018. Les collègues me corrigeront. Mais toujours est-il, c'est que tout le monde a bossé dessus. Jusqu'au soir même, jusqu'à la veille au soir, c'était parti, c'était bon, ça y est, on allait enfin décoller. Le matin, le président de la République prend la parole et dit « on arrête. Il n'y aura pas de rapport Borloo. » à l'exception de la question de la cité éducative. Donc déjà, douche froide énorme de la part des élus, des associations qui ont bossé
avec Jean-Louis Borloo pendant des semaines et des semaines sur un rapport, et ce qui a fait pire que pchit. C'est-à-dire que le volet déceptif a été énorme, et que de temps perdu. Là, aujourd'hui, en 2023, si on avait enquillé sur le plan Borloo en 17 ou en 18, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Un des seuls points positifs qui a été retiré, c'est la question des cités éducatives, qui a été, je le rappelle... Mais comment ça fonctionne? Alors, ça a été créé à Grigny. Oui. Pourquoi déjà c'est une bonne idée? Alors déjà, parce que c'est chez l'ami Philippe Rio, mais au-delà de ça, c'est parce que ça vient du territoire. Donc, mais en fait, alors concrètement, dites-nous, voilà, expliquez-nous. Éducation nationale, ville, État, qui travaillent ensemble. Bon, déjà, il faut les mettre tous les trois dans la même salle, bon appétit. Travaillent ensemble pour pousser des projets. Donc derrière, il y a de l'argent. Évidemment. Pousser des projets pour permettre aux équipes éducatives, aux associations, à toutes les parties prenantes, de travailler ensemble vers un même objectif. Et sur Épinay-sous-Sénarles, on est sur notre deuxième année de cité éducative, et les projets sont aussi vastes que des questions de handicap, des questions de connaissances, des connaissances des histoires de sortie, d'ouverture vers le monde. Ça concerne combien d'habitants à Épinay-sous-Sénarles? Ça concerne l'ensemble des 6 écoles de la ville. Ah, toutes les écoles de la ville sont parties prenantes. Et le cœur du réacteur, c'est le collège. D'accord. Et donc, inévitablement, le lycée aussi, par effet, oui, bien sûr. En profite. Là, par exemple, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace pour éviter, par exemple, le décrochage? Alors, un exemple très concret, on emmène des gamins au lycée Stanislas, un samedi sur 2, pour que justement ils puissent, le lycée Stanislas, qui a une belle classe prépa vers des études scientifiques, on les emmène, donc on les sort d'Épinay-sous-Sénarles, on les amène à Paris, c'est les profs, c'est 2 profs qui s'occupent de ça, que je salue parce qu'ils font un boulot énorme, qui les amènent à Paris. Et à Paris, donc les gamins sont avec des profs et avec des élèves de Stanislas. Ça leur permet d'ouvrir le champ des possibles, etc. Mais ça, c'est multiplié par une dizaine d'actions qui sont portées. Donc tout commence pour vous, enfin tout commence, pas tout, mais beaucoup avec l'éducation. Avec l'éducation et sur le terrain. Parce qu'en fait, sur le terrain. Si ça vient de là-haut avec un dispositif mis en place, ça ne marchera pas. Là, ce qui fonctionne dans le cadre des cités éducatives, c'est précisément parce qu'elles viennent des territoires, que ça a été inventé dans une commune et que ça a été démultiplié dans plein de Nadir Kaya. Alors, si je peux me permettre, ça a l'air intéressant comme ça en théorie, mais en réalité, c'est très compliqué à mettre en place parce que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs intervenants, l'État, la région, les communes. Et là, il est dommage que l'État, la région et les communes n'arrivent pas à se mettre ensemble. Il y a une réalité qui est violente en France, c'est l'aspect politique. Si vous voulez, après, il y a des guéguerres gauche-droite, d'idéologie qui font que aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi on en est dans ce marasme et pourquoi les choses n'avancent pas. Moi, je dirais pas que les choses n'ont pas été faites. Il y a des choses qui ont été faites. Après, on peut les critiquer ou pas, apporter une réflexion intelligente et si possible constructive. Malheureusement, en politique, on voit qu'on n'est pas dans la construction, on est simplement dans l'opposition binaire et on n'avance pas. C'est aussi un des soucis aujourd'hui en France. Moi, ce que je veux dire par rapport au quartier populaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut repenser la France, parce que les quartiers, c'est pas simplement une île ou un endroit. Les quartiers, ils sont dans toute la France. Vous les avez même en Outre-mer. Vous avez des quartiers populaires, des villes dites populaires. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas cette philosophie de comprendre que les années 50, 60, 70, c'est fini. Aujourd'hui, on est en 2023. Il y a des choses qui n'ont pas été bien pensées. Il va falloir y penser franchement, c'est-à-dire avec un vrai plan Marshall. On l'a évoqué, je l'ai souvent entendu, mais quand on dit plan Marshall, c'est certes des moyens, mais c'est aussi comprendre qu'il y a des compétences dans ces quartiers, à travers les élus, à travers les habitants, et qu'il faut les conjuguer. Et aujourd'hui, si on n'a pas compris ça, on continue comme ça, notamment avec M. Macron qui va venir tous les 2 ans à Marseille avec 2-3 solutions, comme on a pu entendre, de renforcer les horaires 8h, 18h. Vous imaginez pour les enfants 8h, 18h à l'école 8h, 18h en collège et dans les REP. Mais même en collège, déjà quand déjà en primaire, quand ils finissent à 16h, ils sont lessivés. À un moment donné, ça aussi, il faut repenser. Bon bref, tout ça pour dire que la banlieue, la France, il faut revoir sa façon d'aménager les villes. Il faut aussi un plan d'urbanisme national. Repenser nos villes. On sait qu'il y a des territoires qui sont abandonnés, des campagnes qui sont vidées. On sait qu'on est des banlieues, il y a des banlieues, il y a trop de monde, une densité pas possible dans le 93. L'aménagement du territoire. Donc si là-dessus on n'a pas compris que c'est un ensemble, la banlieue c'est pas que les violences, c'est aussi le logement, c'est aussi le travail, c'est aussi la jeunesse, c'est aussi les compétences, le chômage, la santé, bref, la France. Donc à un moment donné, si on met pas autour de la table tous les acteurs concernés, je le disais en off avec monsieur, les policiers, les avocats, la justice, les associatifs, les parents d'élèves, les gens qui s'impliquent, les gens surtout qui veulent faire des choses.
on n'y avancera pas. On n'avancera pas. On sera toujours dans ce constat permanent, tous les 5 ans, 10 ans, ou dès l'instant où il y a un buzz qui fait l'actualité, on va reparler de ça. À un moment, il faut se mettre autour de la table avec toutes les personnes concernées. Bien, 11h17, je vais vous donner la parole, Damien Alouche. Mais est-ce que vous aussi, Denis Jacob, vous posez bien le problème, Nadir Kaya, mais est-ce que ce serait l'une des solutions pour lutter contre l'insécurité? Je parle de l'insécurité, le trafic de stupéfiants, enfin bon, on va parler de tout cela dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Il est 11h20. Allez, le débat se poursuit, c'est passionnant, hein, je vous dis tout de suite. Bon, alors, l'insécurité, je me tourne vers vous, Denis Jacques. Non, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Pardon. D'abord, Damien Alouche, oui. Maire d'Épinay-sous-Sénart, je le rappelle. Non, très rapidement. J'oublie votre étiquette politique d'ailleurs, parce que vous me disiez les élus de gauche et de droite, sur le terrain, je parle à la base, arrivent à travailler ensemble, ce qu'ils n'arrivent pas à faire à l'Assemblée nationale, par exemple. Enfin, non, mais évidemment, sur le terrain, de toute façon, on a une obligation de résultat et de moyens de fait par nature. On est au plus près du besoin des habitants. Et moi, je travaille avec... je participe d'une agglomération qui s'appelle le Val d'Isère, Val de Seine. Je siège avec des élus de droite, très majoritairement. Oui. Parfois, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Bien sûr, c'est normal. On travaille, mais à la fin des fins, on fait en sorte que on avance pour les habitants. Et c'est comme ça que un compromis, sans compromission, c'est bien la différence. Et cette culture du compromis, j'avance en même temps, en essayant de comprendre aussi l'autre en face, pour comprendre pourquoi il n'est pas d'accord et l'emmener. L'intérêt général. C'est normal d'avoir des convictions, c'est normal d'avoir un avis. Et c'est très bien que dans ce pays, il faut qu'il y ait une droite et il faut qu'il y ait une gauche. Enfin, c'est important. Si d'un coup il n'y a plus de droite, plus de gauche, il n'y a plus de démocratie. Donc c'est important qu'il y ait une droite, c'est important qu'il y ait une gauche. Et à un moment, sur le travail, là, au quotidien, pour les habitantes et les habitants des quartiers, notamment puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, on a cette obligation de travailler ensemble. Et c'est tout le travail des élus de manière culturelle. Ça a bien changé, hein, parce que la place des agglomérations aujourd'hui n'est pas le même. Donc forcément, dans le rapport de force du pouvoir, vous êtes obligé, et c'est tant mieux, de travailler avec tout le monde. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le domaine de la lutte contre les trafics en tout genre et contre l'insécurité au sens premier du mot dans les quartiers, là, il y a deux sons de cloche. Il y a le tout répressif et il y a il faut le tout préventif. La police tue d'un côté et de l'autre côté c'est l'expression que la police pas entendre, hein, mais vous l'avez entendu. Oui, ça on l'a entendu. Vous l'avez entendu. C'est de qui d'ailleurs? Et de l'autre côté, il faut absolument mettre tout le monde en prison. Vous comprenez? Non, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a un mauvais procès qui est fait à la police, parce que c'est l'image qu'on renvoie à la population de la police. Et on vous demande tout. Où la police, on nous demande de tout faire. C'est-à-dire qu'on devrait être la solution à tous les problèmes dans notre pays en matière d'insécurité, ce qui... Si c'était le cas, ça se saurait. On a eu des politiques du tout préventif il y a quelques années, puis du tout répressif. Puis on voit que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Donc il faut un juste équilibre, c'est-à-dire reconquérir là où on sait que les quartiers sont gangrénés par la criminalité et la délinquance. Donc il faut la reconquérir, et ça ne peut être conquéri que par la répression de l'action policière. Et à côté de ça, un accompagnement social de la ville, de ces jeunes qui sont pris sous la coupe de trafiquants. Éducation, l'emploi, le logement, évidemment. Et une fois qu'on a conduit cette politique de répression contre les noyaux durs de criminalité et de délinquance, il faut réinstaurer une police quotidienne. Moi, je suis d'une époque où on avait des commissariats de quartier. Le commissariat de quartier, c'était le contact direct avec la population qui était la source principale d'information. La police de proximité que j'ai connue, que M. Sarkozy a critiqué sous le prétexte que vous n'étiez pas là pour faire du foot, ou moi j'ai connu le foot et la boxe avec des policiers. C'était une autre époque. Après, quand on réfléchit un peu, est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est un peu compliqué, parce que l'arrivée de la drogue dans les quartiers, c'est les années 80, on est en 2023, ça fait 40 ans. Donc culturellement, il y a des habitants qui ont pris l'habitude de vivre avec ces trafics-là. Donc même pour nous, c'est très difficile, et j'avais lancé il y a quelque temps un appel citoyen pour que les habitants des quartiers populaires comprennent qu'ils ont une part de responsabilité et un rôle à jouer sur le fait de dénoncer ces trafics,
de jouer un rôle, non pas de remplacer les policiers, mais de s'investir un peu plus. Parce que c'est aussi ça. On parlait tout à l'heure de responsabilité partagée. On peut, pendant des années, des siècles, dire c'est la faute d'un tel ou du politique, et rien ne se fera. Parce qu'on n'a pas compris que la France, en tant que citoyen, c'est droits et devoirs. Donc, même dans les quartiers, ses habitants, malgré les difficultés, ont des droits et des devoirs. Beaucoup s'investissent politiquement au niveau associatif. Mais moi, je trouve que c'est pas suffisant. Et je profite de cette antenne pour le dire aux habitants des quartiers. N'attendez pas tout de vos élus ou d'un président, mais soyez déjà vous-même les acteurs de votre changement. Ça commence par ça. C'est ce que préconisait le rapport Borloo. Oui. Il parlait de créer une armée de la République solidaire, où il y avait des associations avec des animateurs, des accompagnateurs sociaux pour prendre en charge les enfants en dehors de la période. Il mérite de travailler avec eux pour la constitution de son rapport. C'est pour ça qu'il était intéressant ce rapport, contrairement à d'autres. C'est qu'il a travaillé avec les personnes concernées. Messieurs, je suis concret, encore plus concret. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'installer des commissariats dans tous les quartiers? Non. Alors, moi, je ne sais pas si c'est possible, mais je dis qu'il est possible. Le commissariat, il brûle dans les 24 heures. On ne peut pas instaurer des commissariats dans les quartiers si on n'a pas... en amont, éradiquer les noyaux durs de délinquance, et si on n'a pas apporté une réponse politique en matière d'économie, de social et de politique de la ville. Non, mais un commissariat, une maison des associations, des commerces, oui. Mais on a retiré les services publics des quartiers. Et les services publics. Pour ça, on peut le faire parce que ça existe. Il y a des banlieues avec des quartiers où il y a des commerces, il y a des associations. Par contre, il y a des cités qui sont enclavées parce que physiquement, elles sont créées comme ça. L'ANRU, M. Borloo avait commencé à comprendre qu'il fallait casser un peu ces grandes barres. Ça a été fait en partie, mais pas suffisamment. Moi, je suis pour, comme je l'ai dit, une autre philosophie. Il faut raser ces quartiers et agrandir nos villes et arrêter de faire des grandes villes, mais plutôt créer des villes moyennes avec de la vraie vie là-dessus, et donc une philosophie, une compréhension et surtout une réflexion poussée sur l'écologie, sur un travail qu'on peut faire, agrandir les villes, avec les campagnes, et profiter des compétences qui existent dans les banlieues. Donc une vraie réflexion. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on est dans l'immédiateté. Il faut aller vite, il faut répondre vite à des problèmes. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. La preuve en est, 40 ans après, on n'a pas réglé les problèmes. Clientélisme aussi. Oui, parce que je vais donner un exemple. Voilà, c'est un frein aujourd'hui. Vous allez dans certaines villes, dans certains quartiers où vous avez des citoyens qui veulent mettre en place des actions. Donc ça passe souvent par le domaine associatif. Je rappellerai que la France c'est le premier pays en Europe où il y a des associations. C'est le tissu social qui fait vivre la ville. La plupart des maires s'appuient sur ces associations pour quelque part asseoir leur pouvoir ou pour pouvoir éventuellement amener des projets communs avec les habitants. Mais vous avez beaucoup de maires qui jouent pas le jeu. Le clientélisme aussi, il freine des dynamiques parce que ça les dérange politiquement, que certains peuvent apporter des solutions à des problèmes qu'on laisse comme ça sans réponse immédiate. Vous avez des femmes et des hommes qui peuvent apporter des solutions très simples, faire des maraudes, aider une personne en difficulté. Dire quoi, Nadir vous voulez dire le soutien scolaire, il est naturel dans la plupart des quartiers. Vous voulez dire que certains élus se satisfont d'une situation un peu chaotique? Tout à fait. Vous avez des locaux qui sont abandonnés ou qu'on refuse de donner à des associations. Il y a des associations qui sont pilotées. C'est vrai. De gauche comme de droite. Donc on freine des dynamiques citoyennes indépendantes qui ne dépendent pas de la gauche comme de la droite. Clientélisme. Et ça dérange beaucoup. Et malheureusement, ça empêche aussi de pouvoir capter des petits jeunes qui peuvent rester à l'abandon comme ça, à ne rien faire. Alors qu'on pourrait les mettre dans des actions associatives ou dans des dynamiques positives. Évidemment pas vrai avec Agnès Oussener déjà. Vous n'allez pas me dire le contraire, c'est sûr. Je ne connais pas. Tant mieux pour vous avez des exemples précis en tête. En tout cas, moi, j'en ai pas mal. Bon, c'est pas le moment. Non, mais voilà, mais de ce que je connais, moi, je connais des élus pour qui c'est pas simple en ce moment l'exercice du mandat en particulier sur cette mandature est très complexe. Alors, je voulais revenir sur ce qui se passe. On parlait d'insécurité globale. Et ça, c'est intéressant de le prendre de ce point de vue-là. La question du logement, la question de l'aménagement du territoire, la question de l'éducation. Évidemment, demain, vous pourriez mettre 52 policières et policiers au mètre carré, que ça changerait rien fondamentalement à l'affaire. Que derrière, vous avez une problématique de justice, parce que derrière, lorsque vous avez quelqu'un qui est à un point de deal et qui se fait, pardonnez-moi l'expression, soulever, mais que dans la seconde, il est remplacé et que la tête du réseau a déjà sur le dos des enquêtes, on sait qu'il va être jugé, mais qu'il a été attrapé en 2017, en 2023, il ne s'est absolument rien passé. Il n'a toujours pas été jugé. Il n'a pas été jugé.
pour les habitants des quartiers, c'est juste, et puis pour les élus, pour tout le monde, c'est parfaitement incompréhensible. Et donc, il y a un certain nombre de choses à remettre à leur juste place. Et déjà, on va commencer par là, c'est si chacun pouvait faire leur métier et les fonctions, vous le disiez tout à l'heure, un policier, voilà, il n'est pas là pour récolter le timbre-amende. Demain, il va faire quoi? Il va vendre la baguette. Alors, justement, on les attend dans le ZIG, on ne va pas les retrouver dans le ZAG. Ce qu'il faut arriver à avoir en tête, c'est que aussi dans les quartiers, il y a énormément de choses positives qui se passent. Et la valorisation de ces choses positives, évidemment, ça fait assez peu la une des actualités. Pourtant, vous le disiez, il y a des associations qui travaillent très bien dans les quartiers, il y a des services. Je veux dire, derrière, on parle de l'État. Mais ça veut dire que tout ne va pas si mal que ça. Mais c'est pas que tout va pas si mal que ça. Alors, ce qui se passe après confinement, on a une situation dans les quartiers, en tout cas de paupérisation, qui est très claire. Il y a un nombre d'habitants qui ont perdu un pouvoir d'achat considérable. Vous avez pas au niveau de temps des loyers, mais par rapport aux charges qui ont explosé. Je vous parle juste des copropriétés dégradées. Donc des copropriétés, donc c'est pas des H&M, c'est des copropriétés qui voient le nombre d'impayés au niveau des charges exploser. Donc vous avez une situation extrêmement gravissime dans les quartiers. Mais vraiment, on essaye, nous, depuis des lunes, je fais partie de l'association Ville et Banlieue, on essaye de pousser pour justement qu'il y ait une prise de conscience, des prises de position fortes avec des moyens en face, parce que dans les banlieues, comme dans beaucoup d'autres endroits, ça va mal, ça va très mal. Mais il faut quand même, aussi dans le même temps, valoriser ce qui se fait de positif, parce que c'est l'image même des quartiers, l'image qui est rendue aux habitants dans des quartiers dans lesquels ils vivent, et pas forcément très positive, alors même qu'eux-mêmes portent des choses très positive. Il est 11h31. Le débat se poursuit dans 3-4 minutes. Venez vous mêler de ce débat. 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h34. Poursuivons ce débat absolument passionnant. Damien Alouche, Nadir Kaya et Denis Jacob. Damien Alouche, maire d'Épinay-sous-Sénard. Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Et Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bien, quelques mots, parenthèse sur ce que dit le président de la République. Je me tourne vers vous, Denis Jacob, sur sa proposition. Vous allez récolter les PV dressés aux consommateurs de drogue. Alors, je pense pas. En tous les cas, l'argent des PV. Ça va être très compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand même rappeler que par définition, on peut le faire. Oui. C'est prévu par le code de procédure pénale. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est très rarement le faire, fait. Mais vous ne le faites en pas. matière routière, notamment. En matière routière, ça existe. Ça existe, notamment les collègues CRS en moto autoroutière peuvent le faire. Tout à fait. Ça reste très à la marge. Moi, j'apprends, d'ailleurs, comme beaucoup de monde, qu'il y aurait 5000 terminaux en cours de déploiement. On l'apprend par le président de la République parce qu'en interne, on ne le sait pas. Enfin, en tous les cas, on n'a pas eu de concertation là-dessus. Deuxièmement... Il y aura un décret fin août, je crois. Deuxièmement, j'entends ce que dit le président de la République. Moi, je n'accepte pas que les policiers puissent se substituer aux agents du Trésor public, du fisc, pour aller recouvrer des amendes non payées. Je pense qu'il y a d'autres moyens, notamment au niveau de ministère de l'économie. On sait bien recouvrer les dettes en matière d'impôt sur le revenu, bien qu'on fasse la même chose, qu'on aille directement prendre sur les revenus. Mais c'est un faux débat, parce que ceux qui ne payent pas les amendes, ce ne sont pas les jeunes que l'on contrôle en tant que consommateurs de cannabis. Très souvent, les personnes que l'on contrôle en direct sur de l'usage de stupéfiants, ce sont des personnes qui sont insolvables. Donc en fait, on veut toucher à ceux qui ne payent pas, c'est-à-dire des gens qui sont insérés dans la société, qui ont des revenus, qui consomment de manière festive ou récréative, et que nous, on ne contrôle pas ou peu. Donc c'est un faux problème. D'accord. Que de croire que c'est le policier qui va mettre en recouvrement c'est anecdotique, si j'ai bien compris. Qui ne serait pas payé. C'est une fausse bonne idée. Franchement, je crois que c'est pas ça qui va changer la problématique des amendes en matière de cannabis. Et puis mes collègues, de toute façon, sont contre. Et puis depuis hier, on entend toute la partie syndicale, quelle que soit l'organisation dont la police nationale, dire que c'est pas une bonne idée. Et je
pense que là-dessus, le président de la République... Le décret n'est pas encore sorti. Je pense qu'il serait sage de ne pas le faire, parce que on ne peut pas d'un côté nous dire on va vous supprimer vos tâches indues, vos tâches administratives, dématérialiser l'ensemble des procédures telles qu'on le demande pour gagner en temps de travail et d'efficacité d'enquête, et de l'autre côté venir nous rajouter une tâche administrative, parce que je vous signale qu'il va falloir qu'on se trimballe avec l'appareil. Le terminal, le terminal de carte bleue. On est déjà harnaché comme pas possible entre le tonfa, la gazeuse, enfin la bombe de gaz lacrymogène, les menottes, la caméra piéton. Il va falloir avoir non seulement le terminal, et les rouleaux, et il va falloir avoir. Il fonctionne pas tout seul. Non mais Jean-Jacques, il va falloir délivrer des quittances. Parce qu'il va falloir délivrer nom, prénom, adresse. C'est assez ridicule. Non, mais franchement, moi, si je peux me permettre, c'est quand même. On n'a pas besoin de ça. C'est pour un président de la République aussi intelligent que lui, mettre ce type de disposition sans avoir consulté les personnes concernées, notamment les policiers, ou avoir eu l'avis de personnes un peu concernées par la situation. Je pense que ça lui a été soufflé. Non, mais ça démontre à quel point il n'y a pas eu vraiment une réflexion poussée. Et ça, c'est quand même dangereux, parce que quand on voit la situation de Marseille avec les morts depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, où c'est très violent, si c'est ça la réponse. Non, mais il vaut mieux qu'il annonce à la situation. Il vaut mieux annoncer ce qu'il a fait aussi, la venue d'une 4e compagnie de CRS et de 25 nouveaux enquêteurs à la BRB que globalement, Jean-Jacques Bourdin, c'est important qu'il fasse ses annonces dans une ville comme Marseille, où on connaît un taux de criminalité pas possible. Oui. Mais il n'y a pas que Marseille. Mais c'est important, toutes les annonces qu'il a fait. Mais il y en a, je suis désolé, qui ne sont pas crédibles, qui seront pas possibles, et que les collègues ne vont pas passer leur temps à récupérer l'argent des amendes. Dites-moi, dans votre ville, vous sentez, il y a une montée du trafic de stupéfiants ou pas? Vous êtes confronté à ça? Oui, bien sûr. Évidemment, comme partout ailleurs. Partout ailleurs, on est confronté à des points de deal qui sont, je le disais tout à l'heure, qui sont démantelés, mais dans la zone qui se reconstituent aussi rapidement. Donc non, on est confronté au point de deal, mais si on tire la ficelle comme vous faisiez tout à l'heure, c'est-à-dire on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on voit des gamins qui sont décrocheurs, donc d'où ça vient, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à poser, et la réponse peut être que globale. Donc voilà, je vais mettre le paquet, soutenir la police nationale, que je salue leur boulot en lien avec les polices municipales, parce que en fait, ce qu'on se dit pas non plus, c'est que dans le même temps, le nombre de policiers municipaux dans les communes augmente, parce que il faut aussi une réponse. Vous avez combien de policiers? 12 000 habitants. 12 000 habitants. On a 11 policiers municipaux. 11 policiers municipaux. On a mutualisé avec la ville d'à côté. Donc ça fait 11 policiers municipaux pour peu ou prou 18, 20 000 habitants. D'accord. Voilà. Avec pas exactement les mêmes problématiques. Il y a une chose très importante, je tiens à le préciser, parce que cette histoire d'amende forfaitaire à faire payer, vous vous rendez compte que on a affaire à une catégorie de population où dans le rapport, ça se passe pas forcément très bien. Oui, ça c'est sûr. Et passer plus de temps avec une personne qu'on vient de contrôler pour usage de cannabis et à qui on va demander de payer, qu'on risque même de proposer d'accompagner au distributeur pour retirer de l'argent parce qu'on devrait faire payer, mais c'est plus des tensions qu'on va avoir. On va avoir. Alors déjà, on a une ultra-violence contre les policiers parce que l'autorité du policier n'est plus respectée, elle est remise en cause. Mais là, on va avoir des heurts. On en a déjà au quotidien. Mais ça va être puissance 10. Donc c'est pas possible. On a compris que c'était une fausse bonne idée. Les entrepreneurs dans les quartiers, dans le plan quartier 2030, on attend. Apparemment, il y aura un volet emploi important concernant l'emploi dans les quartiers, avec la volonté du gouvernement d'aider les entrepreneurs à venir s'installer dans les quartiers ou aider ceux qui sont déjà dans les quartiers et les inciter à recruter, les aider à recruter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça existe déjà. Vous avez des pépinières dans certaines villes où il y a une concentration de compétences mais c'est pas pour autant que l'État a développé ce phénomène-là. Comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour aller plus loin? Monsieur le maire le disait juste avant. Il y a des compétences, des talents. À un moment donné, il faut savoir s'en servir et le mettre en exergue en permanence. Ça peut aussi aider ces petits jeunes qui peuvent être déscolarisés ou sans savoir quoi faire de leur journée et aller j'emploie quelqu'un du quartier, j'ai des avantages fiscaux, ça pourrait être aller jusque-là. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, ça existe, ces aides-là. Vous avez des zones franches qui existent. Les zones franches, l'entrepreneuriat, ça a une place déjà dans les quartiers. Le nombre d'auto-entrepreneurs
Voilà, j'ai pas de chiffre en tête parce que c'est là qu'on entreprend le plus en France. Il y a des stats qui démontrent que dans les quartiers populaires, paradoxalement, par rapport aux situations violentes et l'injustice et tout ce qu'on dit en termes social, c'est là qu'on entreprend le plus. Donc, vous le voyez aussi avec l'ubérisation du système, tous ces jeunes qui font taxi, qui sont à leur propre compte. Donc, et puis on n'a pas attendu, ça a toujours été. Oui, mais Nadia, vous avez une partie de la gauche qui dit non, surtout pas. Ça, ce sont de mauvais emplois, des emplois précaires, ce qui est. Non, mais en fait, bien sûr, on peut parler de ça. On ne peut pas encourager ça. Il vaut mieux un jeune qui travaille, même s'il n'a pas un revenu extraordinaire, qu'un jeune qui ne travaille pas et qui dépend de l'État. Alors, ça dépend. Tout le monde ne dit pas ça. Alors, pour moi, c'est un poil plus. Non, mais c'est un peu plus complexe en vérité. Alors, allez-y. Sur l'histoire. D'abord, sur la question de l'entrepreneuriat. Oui. Je disais, ça a une place, là, clairement, vous avez raison, centrale. Ça devrait être partout, dans toutes les villes populaires. Parce qu'effectivement, c'est une manière aussi de s'en sortir, de créer son histoire, et ça peut être des marques de vêtements, ça peut être du service à la personne, ça peut être... Bref, il y a 1000 types d'entrepreneuriat dans les quartiers qui se développent. Donc ça, il faut suivre cela et l'encourager, parce qu'effectivement, c'est structurant. Il faut que ce soit structurant. Il ne faut pas que ça remplace le salariat. Il ne faudrait pas qu'il y ait des auto-entrepreneurs qui, sous couvert de dire « Ah, je suis auto-entrepreneur », fassent un boulot de salarié, mais sans les droits du salarié. Donc ça, c'est pas acceptable pour le coup. C'est ça que je dis, il y a une limite par rapport à cela. En revanche, il y a d'autres. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens dans les quartiers qui, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler pour différentes raisons. D'abord parce que vous avez beaucoup de familles monoparentales. Première chose, donc déjà il y a une organisation de la famille qui n'est pas exactement la même. Donc il y a des femmes, pour beaucoup, qui ont arrêté de travailler pour différentes raisons, mais qui vous disent aujourd'hui, moi je veux bien travailler. Donc on dit, vous voulez bien travailler, ok, on va s'organiser. Donc par exemple à Épinay-sous-Sénart, c'est l'exemple que je connais encore le mieux, on recherche là, on est en plein dedans, sur l'habilitation territoire zéro chômeur longue durée. Oui. C'est du travail à temps choisi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi sur des besoins de services qu'il manque sur la commune. C'est une vraie baston, hein. C'est un truc énorme, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus, on n'est même pas sûr à la fin d'être habilité, mais en tout cas ça crée une forme de communauté de destin à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire des femmes qui s'étaient, du coup, au-delà de la question du travail, du salaire, la valeur travail, elle est par contre le coup déterminante, et moi je crois beaucoup à la question de la valeur travail, bien sûr pour le salaire et pour l'émancipation, mais au-delà de ça, sur la place que les uns et les autres ont dans la société. Et aujourd'hui, vous avez des gens, on les appelle nous des volontaires engagés, qui nous disent, bon, on espère évidemment être habilités, c'est l'objectif, mais déjà le travail qu'on a fait nous a permis, nous, en tant que femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, il y a 2 hommes, mais c'est majoritairement des femmes, nous a permis de reconnecter avec les habitants, de retrouver une utilité dans la ville aux yeux des habitants. Et rien que pour ça, déjà, rien que cette bataille-là, elle est énorme. Donc, on n'est pas sur l'entrepreneuriat, on est sur du salariat à temps choisi, parce qu'il y a des problématiques de mobilité. Vous avez un métier où... Après de discrimination, vous avez des CV malheureusement, dès l'instant où vous portez le nom d'une ville dite populaire ou un quartier populaire, votre CV, on met de côté malgré vos compétences. Mais quand vous n'avez pas de bagnole, vous n'avez pas l'argent pour payer le contrôle technique et vous ne pouvez plus rouler avec la voiture et que vous n'avez plus de véhicule et que le boulot, il n'est pas accessible dans le RER, vous faites comment pour y aller au boulot? C'est pas que vous ne voulez pas y aller, c'est que vous ne pouvez pas y aller. Enfin, je veux dire, donc il y a cette question de gens qui sont éloignés de l'emploi dans nos quartiers. C'est pas par l'entrepreneuriat. En tout cas, auto-entrepreneuriat qu'ils y arriveront, c'est pas le sujet, et puis ils n'ont pas de velléité par rapport à ça. En revanche, ils veulent faire partie d'une communauté de destin, d'utilité. Et on les a, ça existe. Donc il y a des choses, donc je le répète, ça s'appelle territoire zéro chômeur, longue durée. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien dans de nombreuses communes. Et il faudrait vraiment que ce genre. Et puis à la fin, c'est pour certains des allocataires du RSA qui touchent plus le RSA, mais du coup qui ont un salaire. Mais qui ont un salaire. Des gens qui touchaient le chômage, qui ne touchent plus le chômage parce qu'ils ont un salaire. Donc à la fin, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc il faudrait arriver à généraliser ce genre de choses. Mais soutenir l'entrepreneuriat. Bon, et il est midi moins le quart, bravo. Midi moins le quart, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Vous êtes d'accord, Nadir ? Ah oui, non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Dès l'instant où c'est positif et ça amène une dynamique évidemment. Dans ce sens-là, notamment de valorisation des uns et des autres dans les quartiers populaires. Donc l'État, il faut le démultiplier. Donc l'État n'est pas impuissant. C'est bien ce que je dis. Il faut une volonté. Il faut une volonté. Il est 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Denis Jacob, que s'est-il passé ce matin à Nanterre? Est-ce que vous en savez un petit peu plus? À Nanterre, c'est un adolescent de 17 ans tué par un tir de la police après un refus d'obtempérer.
pour le moment, j'ai pas vraiment de précision sur l'affaire. Je sais que ça s'est passé à Nanterre, qu'il est originaire de Pablo Picasso, qu'a priori il était très défavorablement connu déjà des services de police, et que le refus d'obtempérer, malheureusement, vous savez, en France, il y en a un toutes les 20 minutes, et que c'est très très compliqué d'intervenir sur ce genre de situation qui met en péril la vie soit des policiers, soit de la population, parce que quand on refuse d'obtempérer, eh bien on prend des risques inconsidérés et on peut mettre en danger la vie de quelqu'un, et que malheureusement, dans le cadre de ces affaires-là, le seul moyen que l'on a de neutraliser quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour les policiers ou pour autrui, c'est de faire usage de son arme de service, naturellement dans le respect du cadre de la légitime défense. L'enquête le déterminera, bien évidemment. Je ne vais pas préjuger de ce que va dire l'enquête, et je pense que de toute façon, l'IGPN... la police des polices a déjà... Deux enquêtes en flagrance ont été ouvertes, évidemment. Je ne l'avais pas, je vous confirme. L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc l'enquête déterminera les responsabilités ou pas du policier quant au bon usage de son arme de service. Mais moi, En 2022, 13 personnes sont mortes après refus d'obtempérer. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on atteint un niveau d'ultra-violence de manière globale, où aujourd'hui, on ne respecte plus l'autorité des forces de sécurité en général, mais l'autorité des représentants de l'État en général. Que ce soit un professeur, que ce soit une infirmière, un médecin, que ce soit un pompier qui intervient, qu'on empêche d'intervenir, qu'on caillasse... Et un maire, oui, alors excusez-moi, qui aujourd'hui, on ne respecte même plus l'élu de la commune qui n'est là que pour apporter des réponses aux administrés. Et donc, on est confronté à une ultra-violence, une ultra-agressivité où aujourd'hui, on ne craint plus de s'en prendre physiquement à un représentant de l'État, quelle que soit sa profession. Et donc, ces refus d'obtempérer, malheureusement, ce sont des individus, en général, qui, peut-être pour pas grand-chose, croient au bien fondé de se soustraire à un contrôle de police, sauf qu'il met en danger la vie des policiers. Il y a encore quelques semaines, des policiers ont été traînés sur plusieurs centaines de mètres suite à un refus d'obtempérer. Ce sont une enfant qui a été tuée à Rennes suite à un refus d'obtempérer. Et ça, c'est tous les jours. Donc, à un moment donné, la seule possibilité que l'on a, malheureusement, pour neutraliser un individu qui va porter atteinte à la vie d'autrui, c'est d'utiliser l'arme de service. Et je me répète, pour l'affaire de Nanterre, l'enquête déterminera les conditions de l'usage de l'arme. Nadir Kaya, cette violence-là, Non, mais moi, cette violence-là, sans tabou, en se disant franchement les choses... il y a des comportements dans les banlieues, moi, qui m'insupportent parce que je connais les quartiers, j'y vis. Moi, je lance aussi, encore une fois, un appel aux parents. Il y a aussi des réalités. Beaucoup de parents ont démissionné. Après, on peut expliquer qu'il y a aussi le phénomène des familles monoparentales et des mamans qui ne peuvent pas gérer leurs enfants. J'allais vous le dire. C'est aussi une réalité, mais sociale. C'est pas propre au quartier populaire. C'est la France qui est comme ça aujourd'hui. Puis dans le monde, c'est comme ça aussi. Beaucoup de divorces, donc beaucoup de mamans qui se retrouvent toutes seules à éduquer leurs enfants. Là, je pense qu'aussi, il faut avoir une réflexion. Il faut que l'État se penche sur cette situation parce que le phénomène, ça s'agrandit. Donc, à un moment donné, par rapport au quartier populaire, il faut aussi que les habitants prennent conscience qu'ils ont peut-être aussi une part de responsabilité sur cette violence des jeunes comme des moins jeunes. Refus d'obtempérer, 17 ans. 17 ans. Je rappelle, 17 ans. Je crois savoir que le permis de conduire, c'est au moins 18 ans. Oui. Non, mais c'est vrai. Pour l'instant, c'est 18 ans. Pour l'instant. Damien Alouche, cette violence. Vous-même, vous avez été pris à partie. Oui, vous avez été pris à partie par des habitants. Est-ce que vous avez été menacé, insulté L'année dernière, il y avait un sujet sur les mini-motos qui me gonfle au dernier degré. Et comme je suis motard, il m'arrive de prendre ma moto et d'aller leur parler. Là, pour le coup, c'était pas des jeunes d'Épinay qui étaient sur des motos, c'est des jeunes qui venaient d'ailleurs. On s'est un peu chicané, Oui. Et les rodéos dans votre commune, vous avez ça comme partout, ça c'est le marronnier de... le marronnier, mais c'est un marronnier qui est dangereux, qui perturbe complètement la vie de beaucoup de gens. Ça pourrit la vie, ça pourrit évidemment la vie des habitants.
Oui. Donc là cette année, alors je touche du bois, il y a un peu moins de motos à Épinay-sous-Sénard, parce qu'il y a eu un travail aussi de fait en lien avec la police nationale où on a récupéré depuis le début de l'année. Alors pour Épinay c'est pas mal, hein, on a récupéré entre je crois 6 ou 7 motos. Mais bon, destruction systématique, ça règle le problème. Sauf que derrière, oui, enfin sur le moment, est-ce que c'est pas certain? Jusqu'au moment parce que malheureusement dans les quartiers c'est aussi culturel. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont l'habitude de prendre la moto et d'aller faire tout et n'importe quoi là-bas. Moi, vous êtes contre la destruction systématique de... C'est pas que je suis contre. De l'engin, je suis pas sûr que ça règle le problème parce que ça va pas empêcher certains abrutis à reprendre ou aller voler une autre moto pour continuer à faire ce type. Et à chaque fois qu'on leur prendra, à chaque fois on détruira le véhicule. Non, mais là aussi, on casse, on chope, on casse. Terminé. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et donc du coup, il y a quand même un travail de fond pour expliquer pourquoi c'est dangereux. Mais quand on les, enfin moi je les vois, j'ai passé devant les habitants. Vous avez des gamins, des personnes âgées. Vous avez eu des morts déjà. On a l'exemple des États-Unis où le fait de prendre la moto et de la détruire n'a pas réglé le problème. Ce phénomène continue à exister. Puis aujourd'hui, il est même un peu plus amplifié avec une mode qui s'est mise en place sur le fait de conduire des motos, d'aller provoquer la police. Le fait de détruire les motos n'a pas réglé le problème. Donc c'est peut-être une solution comme ça à court terme, mais là aussi, il faut apporter de la réflexion. Ah mais c'est pas que la solution, on est d'accord. Il y avait, je crois, un maire qui avait proposé simplement la mise en place, je crois, d'un circuit pour motards. Là, ça pouvait être une solution pour les gens qui voulaient vraiment faire de la moto, parce qu'il y a deux types d'individus qui pratiquent ce sport, on va dire, en banlieue. Même chose pour la voiture d'un trafiquant ou non. Pareil. Non, mais moi, je veux bien qu'on essaye de répondre aux problèmes par des mesures sociales. Moi, ça me pose pas de problème, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais à un moment donné, on a des individus qui prennent des risques inconsidérés, qui très souvent sont au guidon de véhicules très puissants, très souvent volés. Nous, on a fait des préconisations là aussi pour travailler en amont. Et qui provoquent des accidents et qui tuent des gens de ces mêmes quartiers. Moi, j'appelle ça des nuisibles. Bon, on a fait des propositions. Alors, elles commencent à être développées. Alors, ça fait polémique, mais moi, je suis désolé. Permettre aux policiers, par exemple, d'intervenir en live. Parce qu'aujourd'hui, il y a la CNIL, il faut que ce soit en termes de flagrance, dans le cadre d'une enquête de police judiciaire. Mais quand on a affaire à des problèmes de rodéo comme ça, on doit pouvoir, en temps réel, utiliser les caméras de vidéosurveillance de la ville pour suivre l'individu. On doit déployer les drones pour pouvoir suivre ces individus, pour aller. J'ai fait une campagne. Non, parce qu'à gauche. Vous savez, d'accord, mais moi je suis pour. Aux États-Unis, le drone est de droite. Le drone est de droite. Pour une raison bien simple. Je suis désolé, mais juste pour cette histoire de drone. Moi, pour le coup, le fait de poursuivre. Dans les rues à l'anglaise, c'est l'anglaise. Je pense avec le fait de tamponner, c'est extrêmement dangereux. Alors le tamponnage, ça peut être intéressant dans certains endroits, mais en quartier habité, etc., ça peut être ultra dangereux. Et la course poursuite, ça, on n'en veut pas parce qu'on sait très bien ce que ça peut. Voilà, ils sont pas malins sur le sol. Le syndrome de Villiers-le-Bel. Mais pour le coup, le drone permet de suivre, savoir où c'est planqué et de venir intervenir. Parce que souvent ces bécanes-là tombent en panne assez vite. Donc il suffit qu'elles soient en panne, déjà il n'y a pas la course-poursuite, on prend la moto, etc. Donc le drone. On fait des propositions alternatives. Et le drone n'est pas de droite. Un vilain jeu de mots avec le drone n'est pas de droite. Par exemple, pour les refus d'obtempérer, si vraiment on pense qu'on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser l'arme de service et qu'il faut mettre autre chose à disposition, nous on préconise le dispositif qui est en cours de déploiement aux États-Unis, qui s'appelle le dispositif Starchase, qui consiste à tirer une balise GPS sur le véhicule qui part, de façon à pouvoir le poursuivre. Sur les rodéos urbains, on préconise également des armes non létales qu'on voudrait également utiliser en maintien de l'ordre, qui sont des marqueurs ADN chimiques, comme on utilise dans les établissements bancaires, c'est-à-dire qu'on vise l'individu, il est marqué pendant au moins 6 semaines d'un produit chimique qui, dans le cadre, comme les billets de banque, c'est le même dispositif. Et donc, on peut mener une enquête a posteriori, on peut identifier, grâce à ce produit marqué sur la peau, l'individu, et donc, mais c'est de la posteriori. Et les gens, c'est pas de la posteriori qu'ils veulent, ils veulent vivre en toute tranquillité dans les quartiers. C'est pour ça qu'ils veulent une réponse immédiate. C'est pour ça qu'il faut aussi interpeller les parents. Il faut impliquer les parents dans cette situation. Merci messieurs. L'autorité parentale, c'est un sujet. Merci beaucoup pour cette heure passée qui était absolument passionnante. Il est 11h58. Vous êtes sur Sud Radio. Je vais parler de toute autre chose. Je vais recevoir Frédéric Thirier dans un instant. Frédéric Thirier, vous le savez, c'est l'ancien président de la Ligue de football
football professionnel, avocat au Conseil d'État. Et il est aussi l'avocat de la Ligue du droit international des femmes. Il est opposé au port du hijab sur les terrains de foot en compétition. Il va défendre son opinion. Vous êtes d'accord, Nadir? Non, le sujet m'intéresse parce que là aussi encore, on abuse de la laïcité originelle pour en faire une laïcité discriminante. Et ça, je trouve pas ça normal. Vous êtes pour le port du hijab en compétition? Je suis pour la liberté des femmes qui s'habillent en mini-jupe, en voile. Ça ne me dérange pas. Que ça soit chez elles ou à l'extérieur. La laïcité, c'est pas d'enfermer les musulmans chez eux ou les croyants chez eux. C'est simplement l'État qui doit être exemplaire en termes de laïcité. C'est tout. Bien, merci. 11h59. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12. Frédéric Thiriet, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Alors, je rappelle, Frédéric Thiriet, que vous avez été président de la Ligue de football professionnel, que vous êtes avocat au Conseil d'État, Cour de cassation, près de la Cour de cassation. Vous êtes aussi avocat de la Ligue du droit international des femmes. On est bien d'accord, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait exact, et j'en suis fier. La femme est l'avenir de l'homme, vous le savez. Oui, oui. Voilà. Bon, vous êtes féministe engagé. Tout à fait. Je me considère comme un compagnon de route de la Ligue du droit des femmes, qui est une belle organisation qu'a créée Simone de Beauvoir. Oui. Il y a 40 ans. Oui. Bien. Et vous êtes évidemment fermement opposé au port du hijab sur les terrains de football, notamment en compétition. Le Conseil d'État a examiné hier un recours des hijabeuses. Et hijabeuses, c'est une association de jeunes femmes qui jouent au football en compétition et qui souhaitent jouer voilées en portant le hijab. Le collectif, donc les hijabeuses, conteste l'article 1 du règlement de la Fédération française de football qui interdit, je cite, tout port de signes tenus manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Le rapporteur public, lors de l'audience hier, Clément Malverti, qui dit le droit et dont l'avis est généralement suivi, a recommandé l'annulation de ce fameux article 1. La décision sera rendue d'ici 3 semaines. Vous êtes contre, mais alors absolument contre l'annulation de cet article. Évidemment, c'est pour ça que je me bats. Alors, avant toute chose, il faut peut-être dire, ce n'est pas une affaire qui concerne l'interdiction du hijab ou du voile islamique uniquement. C'est une interdiction qui vise tous les signes distinctifs religieux, politiques, c'est ce que j'ai dit, syndicaux. Donc c'est très Article important. 1. Il n'y a pas d'islamophobie là-dedans. Oui. Donc il faut expliquer pourquoi cette interdiction. Oui. Mais tout simplement parce que les valeurs fondamentales du sport, c'est la neutralité du sport. On est tous pareils. Qu'on soit blanc, noir, qu'on soit catholique, juif, musulman, quelle que soit sa condition sociale, on porte le même maillot. Seule la couleur du maillot change. Seule la couleur du maillot change et nous sommes tous égaux devant la compétition et le résultat. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est nos anciens, les Grecs, qui avaient inventé ce concept merveilleux de la trêve olympique. C'est-à-dire, pendant quelques instants, on dépose les armes et on va faire une compétition pacifique. Et ça, c'est la valeur fondamentale du sport. Et après, je vous dirai un mot de la dignité de la femme, parce que tout de même, il y a un aspect... Donc ceci, c'est pas la France qui l'a inventé, c'est la Charte olympique, c'est l'article 50.2, qui interdit tout signe politique, religieux, syndical ou autre. Donc c'est pas tourné contre le voile. C'est pas tourné contre le voile. Bon, je précise que le rapporteur public, qui lui recommande l'annulation de l'article 1, le rapporteur public, qui dit le droit, est généralement suivi par le Conseil d'État. Hein. C'est ce qu'on dit à 90%. Ah, statistiquement, il ne fait aucun doute si on prend l'ensemble des arrêts sur une année, mais cette affaire-là est tout de même très particulière, compte tenu de ses retentissements sociaux, je dirais même politiques. Donc les statistiques ne veulent pas dire grand-chose pour une affaire un peu hors norme. Cela étant, surtout, moi je ne veux pas interférer avec le délibéré du Conseil d'État. Ils ont entendu le rapporteur public, ils ont entendu l'avocat de la Fédé, ils m'ont entendu moi. Laissons-les délibérer tranquillement. Alors, il explique qu'il n'y a ni prosélytisme ni provocation, aucune exigence de neutralité.
aucune exigence de neutralité. Et beaucoup, ceux qui défendent les hijabeuses, nous disent, attendez, mais être couvert dans l'espace public, c'est possible. Porter le voile dans l'espace public, c'est possible. Donc pourquoi pas sur un terrain de football? Mais c'est tout à fait vrai, ce que vous dites, Monsieur Bourdin. Oui. On a parfaitement le droit de porter le voile dans l'espace public. Il y a des lois particulières pour l'interdire en certains endroits, à l'école, etc. Bien sûr. Mais le sport est un espace particulier à cause précisément de la charte olympique. Mais il est public, c'est un espace public. Oui, mais qui est soumis à des règles particulières qui sont édictées par les fédérations sportives. D'ailleurs, là, il s'agit non pas d'un règlement sportif, mais des statuts même de la fédération. Et puis, ne soyons pas naïfs, très franchement. Ce mouvement de revendication des hijabeuses, elles ont droit de se battre. Je rappelle que ces hijabeuses sont proches de l'association Alliance Citoyenne qui défend aussi le port de burkini dans les piscines municipales. Je voudrais le rappeler parce qu'il faut tout dire. Hein. Alors allez-y, Frédéric Thierry. Non, mais je n'ai pas de critique à formuler contre les hijabeuses. Elles font ce qu'elles croient devoir faire. Ce que je n'aime pas, c'est qu'elles prétendent défendre la liberté des femmes de porter le voile. J'aimerais leur demander ce qu'elles pensent de la situation en Iran, où les femmes iraniennes sont en train de se battre au péril de leur vie pour justement avoir la liberté de ne pas porter le voile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et ne soyons pas naïfs, je le redis, parce que ce mouvement qui prétend agir pour la liberté, en réalité, c'est une offensive de l'islamisme politique. C'est du prosélytisme très organisé, mais très organisé, Monsieur Bourdin, qui est piloté depuis la révolution iranienne de 1979, piloté aussi par les monarchies du Golfe. Donc malheureusement, les hijabeuses sont un peu le porte-parole, peut-être involontaire, d'un mouvement profondément politique et d'un islam archaïque et liberticide, je le dis carrément. Oui, vous le dites carrément, mais elle réplique, vous n'avez pas à vous substituer à nous. Nous savons très bien ce que nous faisons de notre corps, et c'est pas parce que nous portons le hijab sur un terrain de foot que nous ne sommes pas libres, indépendantes et libres de nos choix. Le hijab... Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Je leur réponds que le hijab, ça n'est pas un couvre-chef ordinaire. C'est non seulement le signe évident d'une appartenance religieuse, ce qui déjà est interdit par la charte olympique, au nom du principe de neutralité dont je parlais, mais c'est pire que ça. Le hijab, ça traduit une ségrégation voulue entre les hommes et les femmes et une soumission de la femme à l'homme. Et ça, du point de vue de la dignité de la femme, c'est pas acceptable. En tout cas, c'est pas conforme aux valeurs du sport. Oui, mais elle réplique aussi, attendez... Mais la FIFA permet le port du hijab en compétition. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas parce que... Donc la FIFA permet et la Fédération française de football, la FIFA c'est la Fédération internationale pour ceux qui ne sauraient pas, et la Fédération française de football ne permettrait pas. C'est vrai, mais c'est pas parce que la FIFA a été plus tolérante sous la pression des monarchies du Golfe pour des raisons tolérante principales... ou soumise? Je préfère être gentil et courtois vis-à-vis de la FIFA et dire tolérante. Mais enfin, elle a été sous la pression politique énorme de l'Iran, des monarchies du Golfe. On l'a vu lors du fameux incident en 2011, quand l'équipe iranienne s'est présentée à des épreuves qualificatives de la Coupe du Monde en tenue. Les filles se sont présentées dans une tenue qui couvrait intégralement le corps. Elles ont été disqualifiées parce que les règlements l'imposaient. Et le prince Ali de Jordanie, qui était en même temps vice-président de la FIFA, est intervenu pour dire au comité exécutif de la FIFA « Soyez gentils, n'allez pas, laissez-les faire ». Et la FIFA a lâché. Mais on ne peut pas reprocher à la France, à la Fédération française, dont je suis fier là, d'avoir tenu ferme sur ses principes et sur ses règles sportives. Oui, mais alors les hijabeuses vont vous répliquer, mais attendez, monsieur Thirier, la croix de Malte sur le maillot des joueurs d'Auxerre, est-ce acceptable? C'est ce qu'elles disent, hein? Elles disent aussi que les joueurs qui font un signe de croix en entrant sur la pelouse, c'est pas bien.
Mais là, pour une fois, je suis assez d'accord avec elle. Le problème, c'est que ça n'est pas le sujet qui est soumis au Conseil d'État. La disposition qui est attaquée par la hijabeuse, elle vise les tenues vestimentaires, donc c'est pas le signe de croix. Si j'avais mon opinion à donner... Mais il y a le signe de croix et d'autres signes religieux sur les terrains, musulmans, chrétiens ou autres. Si j'avais à donner mon avis, je dirais que ça n'est pas souhaitable qu'il y ait ces signes. Mais ça n'est pas le débat qui est soumis au Conseil d'État. C'est vraiment la tenue vestimentaire qui manifeste une appartenance religieuse. Et puis j'ai encore envie de dire une chose aux hijabeuses. Elles disent ça permet à des jeunes filles musulmanes de jouer au foot, alors que sinon, non voilées, elles ne pourraient pas. Ça, c'est un argument qui mérite réflexion. Mais j'ai envie de leur dire ceci. En fait, vous allez placer les jeunes filles ou les jeunes femmes en liberté conditionnelle pour jouer au football. Je suis pas d'accord. On peut pas transiger sur la liberté. On peut pas transiger. Voilà. Après, le Conseil d'État juge. Alors, que se passe-t-il si le Conseil d'État décide de supprimer cet article 1, d'annuler cet article 1 ? Eh bien, que se passe-t-il ? Monsieur Bourdin, vous allez voir sur les terrains de football partout en France proliférer les voiles islamiques, mais c'est pas tout. Pourquoi pas la kippa, le turban des sikhs. Vous allez voir des maillots floqués, pourquoi pas d'un logo syndical, CGT, CFDT, d'un parti politique, puisque le texte vise aussi les manifestations politiques ou syndicales, des maillots floqués NUPES ou Rassemblement National. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Alors que le match de foot, c'est un moment, je dirais, de bonheur préservé, où on met de côté nos différences, pour se consacrer à la même passion. Moi, je ne veux pas avoir ça sur les terrains. Le football rassemble. Il ne faut pas nous diviser. Et si on croit qu'en étant tolérant sur le hijab, on va apaiser les tensions, je pense que ça va être le contraire, Monsieur Bourdin. On va aviver les tensions entre les différentes communautés. Entre l'équipe qui est de hijabeuses et l'équipe qui n'est pas composée de hijabeuses. Parce que pour l'instant, elles sont, je dirais, pareilles, les filles de chaque côté, avec un maillot de couleurs différentes. Mais là, vous aurez des filles couvertes d'un hijab et d'autres non. Et vous aurez aussi, je vous dis, des sigles politiques, syndicaux. Mais c'est pas ça le sport. Ça va exacerber les tensions, selon vous ? Ça va exacerber les tensions. Sur le terrain et en dehors du terrain ? Sur le terrain et en dehors du terrain. Et voyez, par exemple, lors des manifestations contre la réforme des retraites, on aurait très bien pu voir des équipes porter un sigle non à la réforme des retraites, non au 49.3. Est-ce que c'est ça qu'on veut dans le football ? Alors que justement, on veut rassembler le football aujourd'hui, mais vous le savez, je sais que vous êtes sensible à ça. C'est la meilleure antidote au communautarisme. Je suis d'accord. La meilleure antidote. Il faut, mon Dieu, préserver ça. Le sport. Le sport en général. D'ailleurs, ce qui se passe au football se passe ailleurs dans d'autres fédérations, les mêmes articles. Il y a les mêmes débats dans d'autres fédérations. Les fédérations ne sont pas toutes sur la même ligne que la fédération française, faut être honnête. Le football. Pour l'instant, il n'y a que 2 fédérations qui tiennent ferme la ligne de la neutralité, c'est le foot et le basket. Mais le foot et le basket. Mais dans d'autres fédérations, c'est plus... Par exemple, on peut voir des hijabeuses au rugby, quoi. Oui, tout à fait. C'est possible. C'est tout à fait, c'est même autorisé par la Fédération française de rugby. Là, on ne parle pas du casque de mettre les deuxièmes lignes. Hein. On parle vraiment du hijab. On parle vraiment du hijab. C'est qu'aujourd'hui, on peut jouer au rugby avec un hijab. Absolument. En compétition. Absolument. Et personnellement, je le regrette pour les raisons... On peut nager aussi avec un hijab. On peut également nager avec un burkini. D'ailleurs, ça s'est vu. Et on peut nager en compétition avec un burkini aujourd'hui ? Oui. Ce que vous regrettez, j'imagine. Ce que je regrette. Le Conseil d'État s'est prononcé déjà là sur la question du burkini. Il a pris des solutions très, je dirais pour le moins nuancées. Je ne vais pas le critiquer. Le burkini à la plage, c'est d'accord. On a le droit de le porter. Le burkini dans la piscine publique, non, on n'a pas le droit de le mettre. C'est assez difficile à expliquer aux citoyens.
Oui. J'aurais préféré qu'il y ait une seule solution. Oui, c'est comme ça. Oui, si j'ai bien compris, une jeune femme musulmane qui porte le burkini pour se baigner, elle porte son burkini à la plage et quand elle va à la piscine, elle est obligée de l'enlever. Elle doit mettre, non, pas de l'enlever, elle doit mettre un maillot de bain. Oui, non, mais d'accord. Oui, comme les joueuses, comme les nageuses iraniennes qui, jusque dans les années 90, nageaient en maillot de bain 2 pièces. Ouais. C'est récent. Merci Frédéric Thirier d'être venu nous voir ce matin, c'était très intéressant, ça vous fait réagir évidemment. Merci, il est 12h27, merci beaucoup. Sud Radio, c'est l'heure d'André Berkoff.